Je me suis fait presque un peu bully par une partie de l'industrie, que ce soit des labels, des attachés de presse, des médias, sur le fait que ma musique était trop noire, qu'elle était dure à marketer, qu'elle était dure à vendre. Une leçon de vie pour moi, il m'a dit. Là, on est en période de test, on fait tester à des joueurs le jeu en l'état, sur certains passages, voir s'ils aiment, s'ils accrochent. Et il m'a dit, on a un énorme problème, les retours sont trop bons. Donc je chante cette chanson et la catastrophe, ça leur plaît pas du tout. Donc je leur dis, écoutez, j'ai entendu un truc quand même, j'ai un morceau que j'aimais vraiment bien en compo, Guns for Hire. Est-ce que je peux l'essayer? Et je savais très bien que ce truc était inchantable. Hyper casse-gueule vocalement. Cette chanson, elle est utilisée partout, dans tous les sens, par tous les partis politiques imaginables. C'est l'éducation que j'ai eue quand j'étais gamin, d'une famille d'origine juive polonaise. Enfin, il y a quand même un nucléus d'éducation que j'ai, que je peux pas renier. C'est pas possible que ma musique soit utilisée par ces gens-là. Processus. Salut, je suis Sandra Gomez, chef de la rubrique musique chez Combini, passionnée par tous ceux qui font vivre cet art et en perpétuelle quête du son de demain. Vous écoutez Processus, votre nouveau podcast musique qui révèle les rouages qui ont amené les artistes invités jusqu'à moi. Au sommaire de cet épisode, on va retracer les débuts dans la musique de mon invité, les moments clés de sa carrière, ses inspirations et quelques surprises au milieu. L'artiste que je reçois aujourd'hui est un véritable architecte sonore. Il conçoit les paysages musicaux d'une puissance cinématographique assez rare et son univers artistique entre musique, visuel et narration fait de lui l'un des artistes les plus singuliers de sa génération. De son premier album, The Golden Age, à son travail sur des bandes-sons de films et de jeux vidéo, il nous emmène toujours dans une épopée sensorielle unique. Salut Woodkid, comment ça va? Salut, ça va très bien. Merci d'être là. Merci. Est-ce que tu es prêt à revenir sur tout le processus qui t'a amené jusqu'ici? Ouais, c'est un peu vertigineux, mais allons-y. Allons-y. Ça va bien se passer, on va remonter dans le temps déjà et s'écouter un petit extrait d'un morceau. On est donc en 2011 quand sort ce morceau. C'est sûrement le morceau par lequel les gens te découvrent. Oui, parce que c'est vraiment le premier single que je sors. Ouais, voilà. C'est vraiment mon premier morceau, donc oui, c'était un peu ma vraie première prise de parole. Ok. Et à ce moment-là, du coup, quand sort ce titre, depuis combien de temps tu fais de la musique? Alors depuis longtemps, parce que j'ai grandi en apprenant le piano beaucoup, okay. Un petit peu la musique classique, etc. Donc j'avais quand même des bases, mais je pensais pas que j'allais en faire mon métier. Et puis est arrivé, c'est passé de plusieurs manières en fait. Il y a eu plusieurs choses en parallèle qui m'ont amené à la musique. Ouais. Une des premières choses, c'est que je suis réalisateur de clips à la base, donc la musique a toujours fait partie de mon paysage, on va dire. Et puis, il y a eu, je crois en 2006 ou 2007, j'ai fait un documentaire, j'ai réalisé un documentaire sur un grand monsieur de la folk qui s'appelle Richie Havens, qui est pour l'anecdote, enfin pas l'anecdote d'ailleurs, mais qui est le musicien qui a ouvert Woodstock. Donc je passais du temps à New York avec lui, à parler de sa carrière, de ses collaborations avec Bob Dylan, vraiment de parler des origines de la folk. Et on tourne une scène dans un magasin de guitare dans le Lower East Side qui s'appelle Ludlow Guitar. Et à un moment, je prends un petit ukulélé au mur et je lui dis, je vais acheter ça parce que j'ai un peu envie de chanter, de faire des chansons. Il m'a dit, non, je prends une guitare, je crois. Et il me dit, non, prends un ukulélé plutôt, tu verras, c'est plus facile et je vais te montrer 2-3 trucs. Il m'a accordé le ukulélé, il a signé, il m'a dit, je te l'offre et tu vas faire tes premières chansons avec ça. Donc j'ai commencé en faisant des petites chansons de folk comme ça. Ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ce premier EP, enfin cette collection de chansons qui étaient des chansons assez folk finalement. Il y a des chansons qui sont restées par la suite, comme des chansons comme Brooklyn par exemple, qui sont vraiment des chansons guitare-voix. Et j'ai amené ces chansons aux gens que je connaissais dans la musique, mais de manière complètement innocente. Et j'ai des personnes qui m'ont dit il faut y aller. Okay. Il faut faire. Donc j'ai fait un premier EP, et puis j'avais en même temps des envies déjà très vite cinématographiques. Donc j'ai fait ce premier EP sur lequel il y avait plusieurs chansons, dont Iron. Et je me rappelle, il y avait une autre chanson, je crois que c'était Ghostlight, qui s'est retrouvée sur mon album après. Et que je ne suis pas arrivé à finir. Et on pensait que Ghostlight allait être le single. Ok.
Et puis, je sais pas, je suis pas arrivé à finir Ghost Lights, j'avais un blocage, donc on l'a gardé pour l'album. Et du coup, c'est Iron qu'on a mis en avant. Ok. Et la conception de ce morceau, comment elle se fait du coup ? Alors, ça a commencé par... J'avais envie de... Je me rappelle très bien, je suis venu voir mon label à l'époque et la personne qui m'avait signé, je lui avais dit, j'aimerais bien faire de la musique de Peplum. Ok. Donc, tout de suite, on est parti sur les cuivres, etc. Je crois que à l'époque, je bossais sur Reason. Je bossais pas encore sur Ableton. Et j'avais fait ces petits samples de cuivre avec ce petit arpégiator de mélotron, je me rappelle. J'avais assemblé tous ces petits sons. Il y avait déjà l'ADN sur la maquette. Et on s'est dit, si on veut que ça sonne, il faut vraiment enregistrer l'orchestre. Et j'ai découvert l'orchestre comme ça. Plus par fantasme que par savoir, en fait. Donc, en fait, on est arrivé et tout de suite, j'ai eu la chance d'avoir une très belle formation sur cette EP, puis sur mon album. Et donc, on a finalement remplacé les sons de la démo par des vrais samples de taiko, des vrais petits accents de percussion très organiques, mais construits d'une manière électronique. Okay. Et l'orchestre qui est venu par-dessus. Et ça a fait, en fait, ce son qui est un son qui finalement est resté, même jusqu'à aujourd'hui, qui est cette espèce d'hybridation entre quelque chose de très organique, très orchestral, très écrit, on va dire, et en même temps, une approche de la construction qui est très électro. Ok. Et toi, au moment où tu l'enregistres avant sa sortie, est-ce que tu as déjà conscience de la portée qu'il peut avoir ? Non, aucune idée. Pour moi, il y avait toujours, je le faisais presque comme un peu une blague. Il y avait quelque chose d'un peu, enfin pas une blague, mais en tout cas, j'avais envie d'essayer un truc. Et puis c'est surtout que je sortais d'une période où je commençais à faire des clips pour des gros artistes internationaux, etc. Où je me retrouvais dans des entreprises créatives qui me dépassaient parfois et dans lesquelles j'avais pas forcément tout le contrôle. Et je me suis dit, en faisant ta propre musique, tu vas pouvoir avoir 100% du contrôle des objets que tu fais. Donc, il y avait quand même l'idée aussi de créer de l'image avec, ce qui a toujours été fondamental dans mon travail. Et j'ai fait ce clip autour de cette musique en ayant vraiment tout de suite les images en tête et en essayant de construire l'un pour l'autre et l'autre pour l'un. Et puis voilà, donc c'était plus une revanche sur l'industrie et un cri de colère. Je sortais, je me rappelle, j'étais dans une production en tant que réalisateur que j'avais quitté, assez fâché ou en tout cas contrarié de ne pas me sentir considéré comme j'avais envie de l'être. Donc je venais de rencontrer un nouveau producteur qui s'est avéré être un très grand producteur de la place de Paris, enfin qu'il était déjà, mais avec qui on a débuté une entreprise qui s'appelle Iconoclast, qui est vraiment une production à laquelle je dois beaucoup aux gens qui ont travaillé avec moi, notamment Mourad, ce producteur-là. Donc en fait, il y a eu un alignement de planètes. Image, son, qui s'est fait un peu dans la colère et un peu dans l'envie de récupérer quelque chose qui, je pensais, m'appartenait, qui était ma créativité, en fait. Ok. Et ce morceau-là, c'est 100 millions d'écoutes. C'est devenu un peu un classique, j'ai l'impression, de la musique populaire actuelle. Est-ce que ça t'arrive d'être lassé parfois d'entendre certains morceaux que tu entends beaucoup ? Pas lassé de les entendre, jamais. Parce que déjà, il y a des morceaux qui partent et qui vous appartiennent presque plus. Quand Iron est sorti, tout de suite, il y a eu Kendrick qui a samplé le morceau. Il y a eu Assassin's Creed Révélation. Il y a eu pas mal d'utilisation du morceau qui font que assez vite, le morceau vous appartient presque plus. Donc en fait... moi, j'aime bien cette idée les morceaux vous appartiennent et ils sont sacrés quand on les fait, quand on en fait la promotion, etc. Puis après, c'est plus vos morceaux, plus à toi, c'est les morceaux des gens, quoi. Donc non, je suis pas lassé, au contraire. C'est une façon de donner plusieurs vies aussi aux morceaux et de le faire vivre de manière différente. On reviendra un petit peu là-dessus. Justement, tu parlais de tes premiers pas, donc via d'abord le travail de l'image. C'est une partie importante de ta carrière aussi, la réalisation de clips. Est-ce que tu te rappelles de ton premier clip ? Ta première réal. Ma première réal, ça va être... qu'est-ce que ça va être ? Alors la première vraie réal, c'était avec mon caméscope et mon cousin chez mes grands-parents dans le jardin, des films qu'on enregistrait sur Betacam et sur cassette, sur mini DV, et qu'on voyait même pas à la fin tellement c'était inregardable. Après, mon vrai premier clip, c'est compliqué parce qu'en fait, moi, j'ai commencé comme illustrateur. À la base, je suis illustrateur et animateur, donc je viens du dessin, de la post-production.
Et donc, mes premiers vrais films sont des films d'animation. Et en clip, c'est arrivé de manière assez hybride. Qu'est-ce que j'avais fait? Je me rappelle pas trop. Après, dans les vrais premiers clips, ça va être les clips avec Proyel. Ouais. Un de mes vrais premiers. Ce jeu, c'est ce jeu, ouais. exactement, ouais. C'était un clip qu'on avait fait sur le principe de la soustraction et de l'additif de la lumière, avec l'idée que les choses étaient colorées, mais qu'en fonction de la couleur avec la couleur qu'on projetait en termes de lumière faisait apparaître ou disparaître des motifs. Donc c'était déjà un procédé un peu geek, mais on avait beaucoup ri à faire ça, et puis c'est un clip que j'aime toujours, et puis voilà, Yael, c'est quelqu'un qui est très important pour moi. Elle, Jean-François et Tanguy font partie intégrante de ma vie encore aujourd'hui. Donc, T'es derrière beaucoup de réalisations, la liste est longue, on peut parler de Teenage Dream, de Katy Perry, de Take Care, de Drake et Rihanna, mais il y en a un dont je voudrais que tu nous parles, c'est celui de Born to Die, de Lana Del Rey. Parce que du coup, je te demandais avant l'émission un moment de pop culture qui t'a particulièrement marqué, et tu m'as parlé du coup du premier album de Lana Del Rey. Pourquoi c'est si important pour toi ? C'est important parce que c'est une personne qui est très importante pour moi, parce qu'on a eu un peu, il nous arrivait la même chose un peu au même moment. Okay. Après, on a pris des chemins de carrière différents, mais Born to Die, je crois, si je me trompe pas, c'est un an après Aaron, 2012 ou 2013. Il me semble que c'est ça. Et moi, je connaissais Lana vraiment du tout début, même d'avant Video Games, etc. Vraiment d'une époque où on cherchait encore un peu qui on était. Et puis quand sont arrivées ces premières démos, moi, j'ai commencé à avoir du succès avec Iron, donc on s'est retrouvés pas mal sur scène, à chanter ensemble, etc. Et puis, à un moment, elle est venue me voir en me disant « J'aimerais quand même qu'on fasse un clip ensemble ». Je dis « Ok, d'accord, mais quel morceau ?» Elle m'envoie une maquette. Je me rappelle à l'époque qu'elle avait fait avec Emile Haney, et c'était la maquette de Born to Die, qui était une version encore un peu différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Et j'ai commencé à construire un tout petit peu un concept autour d'elle. Elle avait déjà toute cette imagerie hollywoodienne un peu 50, 40, 30. Et donc je me suis emparé un peu de ça. Puis je dis mais attends, il faut moi quand même que je mette un peu mes délires de grandeur dedans, etc. Ouais. Et puis le succès a commencé à prendre pour elle en même temps, parce que Video Games est sorti, et là elle a commencé à signer en label, on a commencé à avoir des moyens, donc on a pu faire monter le projet. Et ça a été, voilà, pareil, un de mes premiers clips chez Iconoclast. Et c'est, pour moi, c'est un vrai moment même sans moi, c'est un vrai moment de pop culture, cet album. C'est quelqu'un qui est, voilà, c'est un peu ma sœur, artistiquement. Et justement, tu parles des moyens à ce moment-là qui se débloquent aussi. C'est son premier clip qui n'est pas réalisé par elle, il me semble. C'est pas vraiment que c'est son premier clip qui n'est pas réalisé par elle, c'est qu'il n'y en avait eu qu'un avant. Ouais. C'est qu'elle avait fait... elle avait fait un petit quelque chose pour Blue Jeans, si je me rappelle, avec ses moyens. Oui, c'était là que tout était à faire en images. Ouais. Et en même temps, pas du tout, parce que elle avait déjà tout inventé. Moi, j'ai rien inventé, je me suis mis à son service. Mais il y avait quelque chose à créer d'imaginaire qui était... je savais qu'il y avait une puissance à exploiter, émotionnelle. Donc, oui, c'est sûr que, bon, voilà, je crois que c'est un de ses clips les plus vus d'ailleurs, donc, mais c'est normal, c'est aussi un de ses plus grands titres. Donc, ça et Blue Jeans, c'est quand même deux clips que j'ai adoré faire, quoi. Ouais, c'est aussi assez ambitieux. Tu t'en parlais aussi de vouloir créer quelque chose d'assez impressionnant. C'était quoi, du coup, ton intention sur la réalisation de ce clip ? On voulait... En fait, on a construit un peu le clip en le faisant. Ok. Par exemple, la fin n'était pas écrite. Le fait qu'elle se retrouve en sang, je me rappelle très bien. On était au catering à la cantine, on a tourné à Fontainebleau, dans le château de Fontainebleau. On était les premiers à le faire, parce qu'il y avait je crois qu'ils avaient refait le château, ou en tout cas la chapelle du château de Fontainebleau. Personne n'avait tourné dedans, et donc on était les premiers. Donc c'était assez cool d'exploiter cette iconographie-là. Je me rappelle d'avoir dit, attends, on va pas juste mettre sur un trône, il faudrait faire un truc de fou. Et j'ai dit, on va faire venir des tigres dans Fontainebleau. Donc on a fait venir des tigres dans Fontainebleau. Et puis après on était au catering, à la cantine du tournage. Et puis
il y a un truc qui sortait pas du film, comme il manquait un truc de drame. Il y avait de la beauté, il y avait de l'opulence, il y avait de la nostalgie, de la mélancolie, mais il manquait vraiment du drame. Et comme on est tous les deux assez queer à plein de niveaux, il nous fallait un truc un peu over the top comme ça pour. Et je me rappelle très bien le moment où je regarde le buffet et je vois de la confiture et je me dis. J'ai demandé aux maquilleurs s'ils avaient du faux sang ou des trucs comme ça. Ils ont dit non, ils sont allés en chercher. Il n'y en avait pas assez. On a mélangé la confiture avec le faux sang. Okay. Et je lui ai dit, c'était le dernier jour, je crois qu'on est tourné sur 2 jours. C'était le dernier jour du premier jour. J'ai dit, on va faire un truc, fais-moi confiance. Et j'ai pris la mixture, on a tout mélangé, je l'ai arrosé de sang. Et je lui ai dit, on te tue à la fin. Elle me dit, trop bien, génial. Et donc, on a fait ce plan, on n'avait pas de travelling arrière. Donc, on a pris le Steadicam, on l'a mis dans un camion de la régie. Et je disais à Bradley, l'acteur, de la tenir comme ça. On a mis des loupiottes derrière. On a dit, c'est pas grave, je ferai du feu en poste. Et on a pris le camion, et le camion est parti en arrière avec le Steadicam qui a failli tomber 2 fois. Et voilà, ça a fait le plan de fin de Born to Die, quoi. De l'impro, quoi. Et un beau souvenir, j'imagine, de tournage. Le clip, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup d'adaptation, d'improvisation. Ouais. Comment tu navigues entre ces domaines, du coup ? Est-ce que c'est des envies que tu ressens à un moment ? Est-ce que c'est des propositions qui se font ? Est-ce qu'il y a des moments où tu ressens plus l'envie de créer par l'image, d'autres plus par la musique ? Ouais, c'est très variable. Ça dépend. Par exemple, mes choix de collaboration, c'est la musique qui me le dit. La musique est l'univers de la personne. Ouais. Si j'aime la chanson, j'y vais. Quand j'ai reçu Teenage Dream, j'ai trouvé que c'était un banger de ouf. J'ai dit, grave, j'y vais. De toute façon, on dit pas trop non à Katy Perry, surtout à cette époque-là. Voilà, et puis Lana, c'est pareil, c'est parce que moi, il y avait une sororité musicale entre nous, une fraternité, sororité musicale entre nous. C'était assez évident que j'allais pouvoir faire des images qui m'inspiraient sur cette musique-là. Donc ça dépend, mais c'est souvent la musique quand même qui est à la base de tout. Ouais. Ok. Et est-ce que tu passes par les mêmes réflexions créatives entre la création d'un clip, la création d'un morceau ? C'est quoi les différences qui peuvent exister dans ta manière de créer ? Assez peu, en fait. Ok. Il y a assez peu de différence entre mon métier de musicien et mon métier de réalisateur. Je pense que la clé de tout, enfin en tout cas dans la manière dont je travaille, c'est la notion de contraste. Okay. Qui est vraiment pour moi quelque chose qui est important dans tout ce que je fais, de conscience du contraste, c'est-à-dire du silence par rapport à une intensité musicale, du vide dans une composition d'image par rapport à une densité de fréquence. En fait, je peux pas imaginer qu'une bonne tournée, par exemple, ou qu'un bon show ne soit pas construit sur une notion de contraste. On peut pas garder l'attention de gens, par exemple, plus de 5 minutes sur scène sur un gros kick à 125, comme on peut pas garder leur attention sur 5 minutes de low tempo, hyper linéaire. La linéarité est un peu l'ennemi pour moi de la création. Donc j'essaye toujours d'être dans des clashs, dans du contraste, dans de la nouveauté, dans de la surprise, dans du renouveau, aussi bien à l'échelle d'une chanson qu'à l'échelle d'une carrière. Et ça, c'est valable autant pour ma musique que pour l'image. Toujours dans le contraste. Et après, quand je parle de contraste, après, on rentre dans des notions assez abyssales, qui sont celles de la conception fractale, c'est-à-dire, pour moi, une chanson ou un film, c'est déjà une vision générale d'un contraste par acte ou par couplet, par refrain. Et après, c'est descendre à une octave en dessous et trouver des variations à l'intérieur même de ces variations sans détériorer la notion générale de contraste de ce qu'on crée, et après de rentrer dans le micro-détail. Et tout ça, c'est comme de la sculpture, c'est comme sculpter un bloc de marbre et d'en faire les grandes formes et les grandes dynamiques, puis après d'aller dans le détail. Et mon travail est assez similaire, aussi bien dans la musique que dans l'image à ce niveau-là. Ok. On va continuer de revenir sur les moments clés de ta discographie. On parlait de Iron en 2011. Tu poursuis l'année suivante avec un autre titre dont on va écouter un extrait. Always another day, hey, and you don't have to hide away, yeah. You'll be my boy, but for now it's time to run, it's time to run.
C'est le morceau Run Boy Run. Et est-ce que tu peux nous parler de la conception de ce morceau-là en particulier ? Alors, je me rappelle pas complètement la manière dont j'ai fait ce morceau. Je me rappelle très bien du moment où j'ai eu ce gimmick, ce truc de Run Boy Run. J'étais dans un avion, quelque part, en allant quelque part. Je me dis, tiens, ce serait marrant, j'avais jamais fait une chanson jusque-là, je travaillais sur l'album. Je commençais par le même mantra. Je me suis dit, tiens, Run Boy Run, ok. Je crois que j'avais en tête un petit peu Small Town Boy. Ouais, je pense à ça J'avais aussi. cette idée un peu d'escapisme, d'échappatoire. Ouais. J'avais envie de faire une chanson qui parle de mon homosexualité, qui parle de la notion un peu de transfuge, qui me définit aussi un tout petit peu. J'avais envie de parler de ça. Et après, sur la prod, je me rappelle pas trop, pour être très honnête. Je sais que les choses se sont empilées un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une démo. Je me rappelle du moment où j'ai écrit les cordes du post-refrain, cette espèce de petit passage instrumental qui est avec ces cordes. Je me rappelle du moment où j'ai écrit ça parce que je sentais que ça manquait dans le morceau. Mais sinon, c'est assez flou. C'est assez marrant comme on oublie la manière dont on construit les choses parfois. Je peux très bien décrire tous les éléments qu'il y a dans la chanson, mais l'ordre dans lequel ça arrive, pourquoi, comment, les choses qu'on a jetées, je me rappelle pas trop. La seule chose dont je me rappelle, c'est que il y a toujours eu dans ce morceau, pour moi, l'importance d'avoir une balance entre des moments assez solaires et assez pop et assez, même un peu cheesy sur les progressions harmoniques, sur ce que je peux dire, et d'avoir en même temps des couplets très très bizarres en prod, très dark. Il y a plein de sons chelous, c'est pas harmonique, c'est assez bruitiste, voire un peu indus. Et d'avoir des contrastes comme ça, très très radicaux entre ombre et lumière, quoi. Et bon, ça définit aussi pas mal mon travail, mais voilà. Et après, il y a cette coda aussi, l'espèce d'outro. Ça, je me rappelle, quand j'ai écrit le thème, je l'ai écrit au Mellotron. Je travaillais encore sur Reason à l'époque. J'avais trouvé un pack de samples de Mellotron que je trouvais hyper cool. Et c'est les mêmes qui font les arpèges sur pas mal de morceaux, dont Iron. Et c'est le même qui joue le petit flutio qui joue le thème à la fin. C'est le même pack. Est-ce que tu te rappelles de la temporalité en tout cas? Est-ce que c'est un morceau que tu crées assez rapidement ou est-ce que tu passes du temps dessus? Je passe toujours du temps sur mes morceaux. Et j'aime bien les laisser dormir. Il n'y a pas de morceaux que je fais comme ça en 2 jours. C'est toujours, ils sont toujours pas finis pendant des semaines et des semaines, voire des mois dans mon ordi. Et après, au bout d'un moment, s'il passe l'épreuve du temps, alors il passe le casting. J'ai que ça comme outil. J'ai pas de distance, je me rends pas compte des fois des choses que je fais. Je sais pas si ça va marcher, si ça va pas marcher. Je sais pas si c'est des tubes ou si c'est des chansons déprimantes. Des fois, je trouve que des trucs sont joyeux alors qu'ils foutent le seum. Donc j'ai pas de distance. Mais le seul outil que j'ai pour m'en sortir, c'est le temps. C'est-à-dire de me dire, si je laisse un truc dormir pendant 2 mois dans l'ordi et qu'après je le réécoute avec une oreille neuve, c'est comme si c'est pas moi qui l'avais fait. Et là, je peux avoir un jugement un peu plus objectif sur les morceaux, mais sinon, je sais pas trop ce que je fais. Mais t'es seul dans cette phase créative justement de réécoute ou est-ce qu'il y a des gens autour de toi aussi qui participent à... il y a toujours des gens avec moi, des producteurs. À l'époque, c'était les Shoes. J'avais mon manager à l'époque. J'ai mes amis. J'ai toujours un petit nucléus de 2-3 personnes qui me donnent leur avis. Aujourd'hui, c'est mon management. C'est évidemment Tepre avec qui je fais quasiment tout maintenant. Mais globalement, c'est quand même mes idées, mes envies, mes fantasmes. Je laisse pas trop quand même le travail des autres rentrer dans mon travail, pas par égocentrisme, quoique certainement un peu de ça, mais aussi parce que si ça vient pas de moi, j'ai l'impression que c'est pas à moi. C'est juste ça, et que parfois on reste bloqué longtemps sur certains trucs parce que je trouve pas la solution et que même psychologiquement, même si des fois quelqu'un va amener une très bonne idée, peut-être que moi des fois je vais pas avoir le recul ou l'intelligence de dire bah oui ok, je vais rester sur une frustration en me disant ah, putain c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est pas à moi. Si c'est pas à moi, est-ce que les gens vont se rendre compte que c'est pas sincère? Je peux rentrer dans des boucles un peu comme ça. Donc voilà, le temps fait le travail en général. Justement, tu parlais au début de
du thème abordé dans ce titre, je voulais revenir sur quelque chose qui s'est passé récemment. Il a été utilisé sans ton accord, ce morceau-là, par Trump, du coup, pour sa campagne de réélection. Et tu as directement réagi, notamment en disant que ce titre-là était un hymne LGBT et que pour toi, c'était inconcevable qu'on l'utilise à des fins qui te correspondent pas. C'est pas la première fois, en plus, que ça arrivait avec certains de tes morceaux. Comment tu vis ces choses-là et est-ce que ça a été naturel pour toi directement de prendre la parole? C'était un peu instinctif de réagir? Déjà, pour moi, c'est important de réagir pour ne pas laisser d'ambiguïté possible sur mes intentions, même si, bon, je pense que tout le monde a compris que j'étais un wokiste gauchiste. Mais quand même, je pense que c'est important. C'est important pour toi, ouais. Je pense que c'est surtout un moyen de dire que, parce que c'est quand même un truc de l'époque, que la musique est gratuite, que la musique n'appartiendrait à personne, que la propriété intellectuelle, en plein milieu de la crise de l'AI, tout ça, etc., est un truc qui n'a plus de valeur. Je pense que c'est important de dire, attendez les gars, il y a quand même, c'est une chanson que vous la lisiez autrement, c'est le principe même de la musique, mais que moi, quand je l'ai fait autour d'une émotion qui était intime, personnelle, qui était un moment en plus très particulier de ma vie où j'avais besoin d'exister dans un paysage en plus médiatique où il y avait honnêtement quasiment pas, voire pas d'artistes out. J'avais besoin de ça à ce moment-là, donc en fait c'est comme me l'enlever un peu. Après, cette chanson, elle est utilisée partout, dans tous les sens, par tous les partis politiques imaginables, mais quand c'est l'extrême droite, mon premier album, le thème central de cet album, c'est ça, c'est la lutte de ça, c'est l'éducation que j'ai eue quand j'étais gamin, d'une famille d'origine juive polonaise, avec ces histoires de Seconde Guerre. Enfin, il y a quand même un nucléus d'éducation que j'ai, que je peux pas renier. Donc, il y a certains sujets qui sont pour moi pas possibles. C'est pas possible que ma musique soit utilisée par ces gens-là. Donc, pour moi, c'est toujours l'occasion de mettre un taquet, d'attaquer, de prendre l'argent, de leur verser. C'est toujours ça de gagner. Après, je peux pas empêcher les gens. On est dans une ère, il faut que les gens comprennent qu'on est dans une ère du digital où c'est très compliqué de faire sauter les trucs. Ok. C'est super dur de fliquer, en fait. À un moment, la musique, elle part, c'est comme ça. C'est malheureusement le prix à payer des titres qui deviennent des chansons comme ça, qui rentrent un peu dans l'espace public. Ouais. C'est qu'à un moment, les gens, ils lisent ce qu'ils y veulent. Donc, voilà, il faut redonner un peu le manuel de la chanson parfois, même si, bon, bah, c'est le jeu. Moi, l'important, c'est que cette chanson, elle émeuve les gens et qu'elle soit pas pervertie, quoi. Ouais, voilà. Ok. Oui, c'est important, mais comme tu le dis, ça va aussi avec le fait qu'effectivement, qu'à un moment, tu parlais du fait d'être dépossédé aussi parfois de certains morceaux, parce que ils sont partout, ils sont chez les gens, ils se le réapproprient, mais c'est aussi important pour toi de rappeler l'intention derrière le titre. Après, j'ai pas l'impression de déposséder de ce morceau, il m'appartient. C'est d'ailleurs un moment culte du live quand on le chante. Donc, enfin, quand je le chante, donc c'est pas, j'ai pas du tout ce sentiment-là. Surtout qu'il a été vraiment, vraiment utilisé dans tous les sens, de Umbrella Academy à Xavier Dolan. Enfin, il y a aussi plein d'œuvres très queer et très LGBT qui l'ont utilisé. Donc, j'ai pas du tout de frustration par rapport à ça. C'est juste, c'est toujours plaisir de mettre un petit taquet à ces gens-là. Même si je souhaite à personne de rentrer en procès contre Donald Trump. C'est pas très marrant. Ouais, j'imagine. Non. Justement, tu parlais du cinéma. Du coup, il y a cet art-là où on te retrouve également parce que tu as participé à quelques bandes originales justement de films. Et je voulais te parler d'un morceau dont on te parle certainement un peu moins souvent. On va s'écouter un petit extrait et j'aimerais que tu nous en parles Ça, c'est en 2016, du coup. C'est le titre Land of All, qui est sur la BO du film Desierto, de Jonas Cuarón. Est-ce que tu peux nous parler de ce titre-là? Je crois que c'est un morceau qui est important pour toi. Oui, parce que c'est ma première bande-son. C'est la première fois que je travaille à l'image pour un film. Je connaissais bien Alfonso Cuarón, qui avait déjà émis plusieurs fois, lors de nos rencontres, la volonté de me faire travailler. Okay.
Et quand ce projet est arrivé, qu'il produisait et qu'il écrivait et réalisait avec son fils, Jonas, il m'a dit « J'aimerais que tu fasses la bande-son ». Et la raison pour laquelle j'ai accepté de le faire, et non seulement le fait que ce soit la famille Cuarón et Alfonso et Jonas, parce que c'est deux personnes que j'admire, mais c'est surtout que je me suis toujours fait la promesse que dans les collaborations que je fais, il y ait au maximum au moins un enjeu politique ou un enjeu de sens, en fait, dans le choix de ces collaborations-là. Que ce soit de Mickey à Angel Hayes, il y en a plein que je peux citer. Quand j'ai bossé avec Camélia, quand j'ai bossé avec ce sujet-là de Desierto, c'est que c'est un film qui parle de l'immigration mexicaine aux États-Unis et de la violence forcenée américaine envers ce sujet-là. Et j'ai trouvé que le script était formidable et voilà, donc je me suis pas posé la question une seule seconde, on y est allé. Et voilà, donc j'ai écrit cette chanson comme étant moi qui ai vécu aux États-Unis et qui ai vu les États-Unis longtemps comme un espèce d'Eldorado. J'ai voulu faire résonner en fait le sujet du film avec mon expérience personnelle, qui était celle de se dire s'il y a un mur entre mon pays et celui-là, je vais briser ce mur pour tomber amoureux de toi, presque comme si c'était une relation amoureuse, et je décrivais les États-Unis comme dans la chanson, dans les paroles, comme un voilier taché de pétrole. Donc il y avait cette idée d'une liberté qui était en fait ternie par des intérêts plus grands. Et c'est un peu le sous-texte de ce film. Donc voilà, pour moi ça avait beaucoup de sens, ça résonnait avec ce moment-là où j'habitais là-bas et où je déconstruisais petit à petit mon rêve américain au même moment que ce film était en train d'être construit, quoi. Ok. Et à partir de ce moment-là, il y a eu d'autres collaborations ou de propositions qu'on te fait pour des BO où justement tu te retrouvais pas forcément, peut-être parce qu'il y avait moins de sens et sur lesquels tu as décidé de pas aller finalement? Il y a une lecture de ma musique qui est possible, qui est celle de la lire comme un truc d'action pack un peu hollywoodien, qui est certainement quelque chose qui m'influence parce que j'ai grandi avec ces films-là, avec cette culture-là, donc forcément ça s'est retranscrit dans ma musique, même si je le voulais pas. La culture dans laquelle on a grandi ressort toujours, mais je crois que je voudrais pas que ma musique ne soit perçue que comme une musique d'action, quoi. J'ai besoin que ma musique soit avant tout une musique de sentiment, une musique de l'intime. J'ai toujours utilisé ces thèmes et cette esthétique-là presque contre elle-même, c'est-à-dire que j'ai toujours cru que j'étais un peu un cheval de Troie dans ce monde-là, donc il fallait que j'utilise des moyens qui parlent à certaines personnes et à certaines audiences pour glisser à l'intérieur une sensibilité ou un agenda politique de gauchiste. On va pas te le reprocher ici. Oui, c'est vrai, on est chez les gauchistes aussi. Normalement, on est en terre, c'est sûr ici. Comment ça se passe, du coup, ces collaborations? Est-ce que c'est par rapport au film que tu vas composer, par rapport à un thème, on t'envoie quoi pour ce genre de collaboration? Un scénario en général. Dans le cadre du film d'Alfonso et Jonas, c'était le film n'était pas tourné. Ok. Si je me souviens, j'ai écrit les premiers thèmes pas tournés. Et après, je crois que ça s'est fait dans les 2-3 mois qui ont suivi le tournage, en construisant, pendant que lui construisait encore le montage, je crois. Ok. Donc là, c'était sur la base d'un script et puis surtout sur la base de l'idée générale et de la collaboration avec Alfonso et Jonas, parce que pareil, ça se refuse pas trop. Et puis ça, c'était aussi sur leur intention. Moi, j'aimais leur intention et ils voulaient du sale, quoi. Ils voulaient que ce soit que ça colle. Moi, ça me plaisait. J'étais à un moment où je sortais du succès de Golden Age, qui est un album qui a quand même une certaine candeur. Et j'avais besoin un peu de contredire ça avec du sale. Ok. J'avais besoin de faire une musique qui tâche, quoi. Et la bande son, elle est dure, hein. Je vais pas te mentir, c'est genre une grosse boule d'anxiété. Mais je trouvais ça cool. Ça m'intéressait d'aller dans cet exercice-là aussi, parce que voilà, il y a peu d'occasions d'être sale dans cette industrie. Je comprends. Il y a un autre moment important plus récemment, et c'est pas moi qui vais te poser la question, on a des auditeurs qui passent par là et qui te posent des questions.
Et je te laisse découvrir ce message. Bonjour Woodkid, je m'appelle Louisios, je suis créateur de contenu. Étant un grand fan de votre travail, notamment pour la série Arcane, je me demandais comment vous avez été contacté pour la première musique que vous avez composée pour la série, comment vous l'avez créée et surtout, est-ce que vous vous attendiez à un tel ampleur? Puisque cette musique accompagne sûrement la meilleure scène de la première saison, scène qui aujourd'hui est ultra importante pour la communauté française. Ah, Arcane. Merci pour la question déjà, c'est une bonne question. La première, alors il y a un petit historique qui est assez marrant, c'est que Arcane c'est fait par un studio qui s'appelle Fortiche, qui est un studio français, Cocorico. Oui, on a fait un reportage avec eux d'ailleurs. Voilà, exactement. Vous aimez ces Français. Oui. Et il se trouve que au sein d'Arcane et notamment en haut d'Arcane, il y a des gens que je connais avec qui que j'ai côtoyé autour de mes études d'illustrateur et d'animateur, puisque c'est le monde duquel je viens. Donc il y a eu ce rapprochement-là, et puis aussi le rapprochement de Christian Linke, qui est la grande tête d'Arcane, et qui voulait absolument travailler avec moi sur la première saison. Cut to 2020, je reçois dans la boîte aux lettres le projet, avec au début une chanson préécrite pour le premier épisode, si je ne me trompe pas. Ils viennent vers moi avec cette chanson que je chante, et vraiment, quand je reçois le projet, je me dis ce truc va être énorme. Même sans écouter la musique, je me dis tout est réuni. J'ai vu des premiers tests d'anime, je me suis dit ce truc va être énorme. J'ai dit à mon manager, il faut absolument le faire. Donc je chante cette chanson et la catastrophe, ça leur plaît pas du tout. Vraiment, on n'arrive pas à trouver le... C'est quoi qui allait pas? Je sais pas, je pense qu'ils avaient une maquette qui était assez aboutie, et je pense que ma voix correspondait pas assez à la démo. La chanson était assez rock, on peut pas vraiment dire que je sois quelqu'un de très rock. Pourtant, je me suis vraiment sorti les doigts pour le faire, mais ça marchait pas, moi je le sentais pas. Et puis, je me rappelle, il y avait une chanson qui s'appelait Guns for Hire, que j'avais entendue dans un moment dans une réunion. Et c'est un moment qui est assez formateur pour moi, parce que je suis quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'ego et je peux claquer la porte très facilement, parce que je peux être une petite saloperie comme ça parfois. Je peux avoir ces petits moments d'ego. Et j'étais à ça. J'étais vraiment ça. J'étais, allez, vous savez quoi, allez vous faire foutre. Parce que ça n'avait pas marché sur... Parce que j'arrivais pas, parce que j'étais frustré de pas trouver ma voix était pas assez puissante. Et je me suis dit, il vaut mieux que tu te casses plutôt que d'être en face de ce constat d'échec. Et puis... je me dis, putain, quand même, c'est peut-être l'occasion d'apprendre un truc sur toi-même et de te remettre en question. C'est pas le moment de dire non, ce truc va être gros. Parle-leur de ce morceau. Donc je leur dis, écoutez, j'ai entendu un truc quand même, j'ai un morceau que j'aimais vraiment bien en compo, Guns for Hire. Est-ce que je peux l'essayer? Et je savais très bien que ce truc était inchantable. Inchantable, ça couvre 3 octaves, il y a des modulations dans tous les sens. Il y a l'espèce d'intervalle hyper casse-gueule vocalement. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais me sortir les doigts, t'es pas le plus grand chanteur, mais tu vas te sortir les doigts. Et j'ai bossé, j'ai rentré la chanson, ils ont dit, ok, pas de problème, on y va. Et voilà, et ça a fait cette chanson-là. Et donc, pour moi, c'est la bonne anecdote autour de Guns for Hire, c'est que c'est un des moments où j'ai appris à pas être une petite saloperie bourrée d'ego, et des fois de te dire, si tu crois en un truc, tu te remets en question, tu prends pas les gens pour des idiots en face de toi. Si ça marche pas, c'est peut-être pas à cause d'eux, c'est peut-être à cause de toi. Et tu peux faire mieux, et tu travailles, et tu te sors les doigts, et tu sors la chanson. Et je suis trop content, parce que moi j'adore cette chanson. Maintenant je la passe nickel, sans problème. Et voilà, et c'est une scène que j'adore. C'est une scène importante pour les fans, comme disait Louis. On te retrouve également sur la saison 2, du coup, pour l'épisode 3. Tu parlais du coup de ces démos qu'on t'envoie. Comment ça se passe? Toi, tu interviens sur quel aspect créatif des morceaux qui font partie de la BO? Alors, sur la première, j'étais pur interprète. J'avais la chanson qui était là, dont j'adorais la composition. Je l'ai chantée et je l'ai produite. C'est-à-dire que à la base, elle n'était pas une chanson orchestrale, et je l'ai produite à la Woodkid. Donc j'ai écrit tous les mouvements orchestraux qui sont autour du morceau, et on l'a amené un peu plus haut. Et avec Alex Seaver, qui est le directeur musical et le compositeur de cette chanson, on a un peu trouvé l'entre-deux. Mais la base de la chanson, la composition, c'est Alex Seaver. Et après, sur la saison 2, ça s'est passé différemment. Comme je suis rentré, j'étais vraiment en terrain familial, etc. Ils ont dit, sur celle-là, on va faire un autre truc, on va te faire venir au tout début. Donc je suis arrivé au tout début, la scène était encore en animatique, etc. Il y avait aucune idée de ce qu'allait être la chanson. Et donc on a construit à partir de ça. J'ai commencé à faire
J'ai ramené des petits beats que j'avais, des choses comme ça. On a construit. J'étais à Los Angeles avec Alex. Il était au piano. Il m'a fait 2-3 progressions harmoniques. J'ai commencé à chantonner des trucs. Je suis rentré à Paris avec Tepre. On a commencé à remanier certains trucs. La scène a évolué, on l'a reconstruite dessus. On a fait plein d'échanges avec les réals, et notamment Barthélémy Monouri, qui est le co-réalisateur de cet épisode-là, qui était une de ces personnes que je connais depuis 20 ans maintenant, du monde de l'animation. Et puis voilà, on a construit la chanson. À un moment, j'ai ramené l'idée de ramener les chœurs, parce que c'était quelque chose que j'avais fait beaucoup sur mon album d'avant, S16. Et puis... voilà, la chanson s'est construite d'une manière assez instinctive sur la scène, vraiment avec l'animation. Et après, on l'a reformulée pour en faire une version pop, qui est la version qui est sortie, quoi. Mais voilà, là, pour le coup, c'est vraiment un travail de collaboration. Où, là, j'ai vraiment écrit la chanson avec Alex. On est vraiment parti c'est vraiment une chanson qui est écrite pour la scène. On va rester dans cet univers-là, justement, avec le single que tu as sorti récemment, To The Wilder, un morceau qui est présent, du coup, dans la BO de Death Stranding 2. La saison 2. On peut s'écouter un extrait et tu nous racontes cette nouvelle aventure. So walk away, I'll find you. So far away, I'll lead you to the wilder, to the wilder. Donc c'est le début de ta collaboration avec Hideo Kojima. Est-ce que tu peux nous raconter du coup comment vous rencontrez déjà, comment ça se fait? Oui, c'est pas exactement le début en réalité, parce qu'on s'est rencontrés avant la pandémie, à Paris, grâce à une personne géniale que j'embrasse qui s'appelle Cécile, qui s'occupe un petit peu de son image et de sa presse, etc. Et qui a dit, il faudrait que tu rencontres Woodkid, je pense qu'il y a un truc qui va se passer. Et donc on se rencontre à Paris, et espèce de révélation en parlant du nombre de connexions artistiques qu'on a très très vite. En fait, j'étais fan, hein, donc j'avais aucun doute. Certainement qu'il y avait aussi des connexions parce que mon univers est empreint de son univers, parce que j'ai grandi avec. Et bon, en l'occurrence, beaucoup de connexions artistiques, ça va de petits détails à des fétiches visuels, à des choses qu'on a pu faire, moi dans mes clips, lui dans ses jeux, beaucoup de connexions. Donc il utilise ma musique dans le premier épisode, mais des chansons que j'avais déjà faites de mon deuxième album. Et il m'a rappelé il y a 3 ans maintenant, et il m'a dit, voilà, je travaille sur Death Stranding 2, c'est extrêmement confidentiel, mais j'aimerais que tu composes le main title, la chanson principale du jeu. Donc évidemment, je me dis super, tout ça. Il faut savoir qu'à ce moment-là, moi je sors on est encore un peu en confinement, on sort de confinement. Je sors d'une tournée assez difficile parce que avec beaucoup d'annulations et avec voilà 2 ans dans les pattes de musique par email, de musique par Zoom, de travail à distance. Et je dis à Hideo, il n'y a pas de problème, mais si je le fais avec les game designers, avec les studios, je le fais au Japon avec vous. Il me dit ok, pas de problème. Je prends mon billet, j'arrive à Tokyo. Et là, je devais rester quelques jours pour travailler. Et je suis resté des mois et des années. Et en fait, j'ai commencé à faire la première maquette de To The Wilder, qui est une des premières que je lui ai fait écouter d'ailleurs, avec d'autres idées. Parce que je me suis dit, je vais quand même pas lui proposer une chanson, je vais en faire plusieurs. Ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, il changeait de bureau. Ils étaient en train de passer dans des immenses bureaux qui sont des bureaux de science-fiction de fous, mais pas encore bien installés. Donc, ils m'ont mis dans un petit box en verre à côté de lui. Donc, j'étais dans son bureau pendant des semaines. Je travaillais dans le box, on se regardait. Je faisais comme ça quand j'avais un truc à faire écouter. Il venait, on écoutait. Et en fait, je me suis dit, il va choisir un truc, puis je vais le développer. Merci, au revoir. Et en fait, il a dit, non, mais en fait, je vais tout prendre. Et puis surtout... En fait, j'ai une idée, en fait, je vais changer cette scène, et puis cette scène, ça va être comme ça. Ah, mais là, ça me donne une idée sur cette scène. Et en fait, je me suis dit, mais attends, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Et au bout d'un moment, j'appelle mon manager, je fais, je suis désolé, Tim, je pense que je vais rester peut-être encore 1 semaine ou 2, 1 mois, 2 mois, je sais pas. Et donc, je suis resté. Et puis, j'étais la machine à faire de la musique. Et puis, il me donnait le script. Donc, j'ai un pavé comme ça qui est arrivé sur le bureau. Pendant 1 semaine, j'ai lu le script, j'ai essayé de comprendre. Et puis, je me suis dit, ces personnages, etc., on pourrait peut-être essayer de faire ça. Et puis, je me suis retrouvé à faire la bande-son
la bande son du jeu, quoi, avec ce qui existe et ce qu'a déjà fait Ludwig Forssell. Et puis voilà, donc c'est une vraie collaboration en fait, où vous êtes nourris mutuellement aussi complètement. Dans votre création. Et puis le fait d'être sur place, de voir le jeu avancer, de comprendre les ressorts de narration de tout ce qui s'y passe, en fait, est très nourrissant, quoi. Ouais. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que c'est des chansons chantées, mais c'est une bande-son de jeu vidéo, donc c'est procédural. Mm-hmm. C'est-à-dire que au début, j'écris une chanson qui est une chanson de pop, mais après, il faut la casser dans tous les sens et en faire une version qui, au niveau du gameplay, va peut-être durer 20 minutes, 30 minutes, mais qui, en termes de construction musicale, c'est-à-dire de stem, vraiment de layers à créer pour pouvoir créer de l'interactivité autour des progressions harmoniques, de ma voix, etc., on se parle d'heures et d'heures de musique par chanson, de possibilités de développement. Mais du coup, Woodkid, comment t'as fait ? Bon, alors là, on va être honnête. On doit vous partager le tuto du morceau, mais vous savez, Woodkid, il vit à 1000 à l'heure entre Los Angeles et Tokyo, donc il est difficile à attraper. On a de la chance, il nous a quand même partagé une petite vidéo de son processus créatif sur ce titre, mais c'est en anglais. Voilà, c'est l'occasion de voir si vous méritez cette note au TOEIC. So I'm being asked a lot who's singing with me onto the wider, and the answer is no one, it's just me. It's just 4 different registers of my voice that I'm using. The first register is my lowest voice, it's the one that's the closest to my spoken voice, and it's like a baritone kind of voice, and it goes like, to all the words that I won't get to say, the things that time steals and turns to pain. So it resonates a lot in my lungs somehow, but then I use what I call my juvenile voice, which is an octave up, and it's more about the back of the throat and the back of the nose, and it's a bit more innocent in a way. And that's what I do on the pre-chorus. So I kind of have to lift the mask and feel a bit more bright because it's not a natural territory for me vocally. So I just switch on these lines between the higher voice and the lowest voice. So it goes like, you will never leave a trace where you walk, if the only path you take's the one you're told. And then it goes to the chorus, which is a third octave up. And for this I go falsetto, so it's a lot here. And I bring a lot of air to it because it's really not natural for me to sing that high. So I just get along with it with just like injecting a lot of air to it. So it goes like, walk away, I'll find you. So far away, I'll reach you. And then it goes into something that I do sometimes, which is I'm singing the same line twice. It's the to the widers, the very kind of emotional part of the song, but I sing it twice at the same height and same melody, but 2 different registers. So the first one is the falsetto. So it goes like, to the wider. And then I sing it again, but this time on my throat voice. And I have to belt it a little bit because at that height, I am very high for that throat voice, but also I'm very low for my falsetto. So it's that weird spot with male singers that gets a little messy and difficult to navigate, especially when you have a low voice like me. So it goes something like, to the wilder, yeah. Donc en fait, voilà, et donc ce qui tout de suite m'a intéressé, c'était de faire de la musique avec les équipes de Kojima Productions en programmation. Et donc de faire une musique qui n'est pas une musique linéaire, mais une musique qui peut se transformer en fonction du joueur. Ouais. Et en fait, c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que l'idée qu'une chanson est fixée après une prise studio est un truc qui m'a toujours un peu hanté. Les gens ne se rendent pas compte, mais en fait, quand vous entendez une chanson sur un disque, c'est quasiment la première fois que l'artiste la chante. Après, on la chante pendant des années et des années sur scène, on la transforme, on se l'approprie, elle devient quelque chose, elle se transforme. Mais quand on enregistre un album, c'est souvent la 3e, 5e, 10e fois au mieux, quand on l'a un peu travaillé, qu'on la chante. Donc c'est comme un premier témoignage de notre rencontre avec cette chanson. Ouais. Et là, j'aime l'idée de faire des chansons qui vont encore bouger, qui vont encore changer avec le temps en fonction de ce que les gens font. Et le challenge, c'est là que c'est assez nouveau et c'est ce qui est super avec Hideo, c'est qu'il m'a dit, mais ce qu'il faut qu'on fasse, c'est faire de la musique procédurale, interactive. Ça fait des années qu'on le fait dans le jeu vidéo. Mais de la musique chantée avec des paroles, avec des thèmes, un peu moins. Donc c'est là qu'était le challenge, c'était de se dire comment est-ce qu'on va faire de la musique qui, dans son sens, dans sa progression harmonique, se transforme en fonction de ce que fait le joueur, quoi. Ouais, donc c'est des morceaux qui ont
plusieurs formes et plusieurs vies en fait. Ils ont Exactement. leur morceau, Ouais. le morceau en fait qui peut exister comme tel, et puis il y a une version jouée, interactive aussi. Et puis ça va, oui, et puis ça va au-delà de se dire ah bah tiens, on ouvre au mix cette piste de percussion quand il y a de l'action. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est ça qui est vraiment intéressant. Surtout qu'en plus là on se parle d'un jeu qui sort sur PlayStation 5. Pour les geeks, on sait que c'est une console qui a quand même qui est encore pas vraiment exploitée en termes de performance. Et que là, souvent dans la musique, dans le jeu vidéo, les derniers mégas de mémoire alloués sont pour la musique, mais s'il en reste, quoi. Ouais, ok. Là, il y a vraiment une construction, notamment certaines scènes où la musique est construite de manière assez proéminente dans les ressources qui lui sont allouées. Et ça, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est dingue. Et du coup, de toute cette collaboration, il y a le fruit de tout ça, c'est plusieurs morceaux qui vont exister dans un album, c'est ça? Dans un album qu'on va sortir autour du jeu. Et voilà. Et donc, on a essayé finalement de fixer certaines versions possibles de ces chansons. Comme étant des titres écoutables en digital, en physique, sur un beau vinyle. Donc voilà, ce sera mon album de collaboration avec Hideo Kojima pour Death Stranding 2. Trop bien. Et t'imagines aussi qu'il puisse avoir, je sais pas si c'est une envie de ta part, peut-être des auditeurs qui découvrent ces morceaux-là de manière totalement décorrélée du jeu aussi. C'est quelque chose auquel tu penses et qui peut vivre. Oui, c'est pour ça que le projet il est ambigu, c'est que c'est pas pour tout, mais pour la plupart c'est des chansons chantées. Donc ça reste des titres. Il y a même des chansons de folk dessus. Il y a des titres chantés. Il y a des titres qui rappellent un peu mon deuxième album S16, qui est un album qu'il avait utilisé dans le premier. Donc c'est dans cette veine-là aussi pour certains de ces morceaux. Et puis il y a des espèces de trucs, je sais pas même pas que c'est des chansons, il y a des trucs bizarres qui sont des résultantes de la programmation du moteur en fait, qui génère des trucs de manière aléatoire sur des bases de codes et de conditions qu'on lui a données et qui donnent des trucs, des espèces de chansons complètement absurdes qui sont une espèce de breakcore industriel un peu complètement déconstruits, qui sont pour moi hyper intéressants parce qu'ils naissent dans un truc hyper futur qui est la programmation de jeux vidéo, quoi. Et moi je suis trop fan de ce genre d'exploration, quoi. Qu'est-ce que tu as l'impression qu'il t'a apporté en particulier Hideo Kojima? À quel niveau il t'a particulièrement inspiré dans le travail que tu as pu faire avec lui? Il m'a réconforté sur une émotion que j'ai depuis longtemps, qui est une émotion de frustration, qui est que je me suis fait presque un peu bully par une partie de l'industrie, ou en tout cas même des collaborateurs avec qui j'ai pu travailler toute ma vie, que ce soit des labels, des attachés de presse, des médias, sur le fait que ma musique était trop noire, qu'elle était dure à marketer, qu'elle était dure à vendre. Et en fait, depuis quelques mois, années, je me rends compte, et notamment avec Hideo, qu'en fait, le sujet n'est pas de changer qui on est, c'est d'aller voir les gens qui comprennent ce que vous faites. Et en fait, Hideo me dit même des fois, c'est trop joyeux. Il me dit, il m'a quand même dit un truc qui, moi, est une leçon de vie pour moi. Il m'a dit, là, on est en période de test, on fait tester à des joueurs le jeu en l'état, sur certains passages, avec la musique, etc., pour voir s'ils aiment, s'ils accrochent. Et il m'a dit, on a un énorme problème, les retours sont trop bons. Donc, on va changer. Donc, il change le script, il change si les retours sont trop bons et pas assez polarisants, pas assez radicaux. Il veut créer... Il veut créer de la radicalité. Il veut faire un jeu qui n'est pas un consensus. Oui. Et en fait, le consensus, c'est un truc que je connais très bien parce que c'est ce que je vis en tant que réalisateur depuis des années et qui est un truc qu'on fait quand on travaille avec des agences, quand on travaille avec des clients, avec des gens comme ça. J'ai rien contre la musique commerciale, mais c'est une musique de consensus. C'est-à-dire on prend l'avis un peu de tout le monde, puis on mélange de trucs, puis on trouve le juste milieu pour que tout le monde soit un peu content. Et en fait, j'ai découvert avec Hideo, notamment, avec Mylène, avec des gens comme ça, avec des gens avec qui j'ai collaboré, qu'en fait, je pouvais trouver avec des âmes sœurs une compréhension de ce que j'avais besoin de faire et qu'il fallait que j'arrête de m'excuser de faire de la musique de chouineur, quoi. Enfin, c'est pas mal aussi la musique qui chouine un peu.
Moi, j'adore Radiohead. Sans me comparer une seule microseconde à Tom York ou à Johnny Greenwood, mais je pense que ça ne viendrait à personne l'idée de dire à Radiohead que leur musique est trop triste, tu vois. Non, mais complètement. Donc, il mais faut c'est juste trouver les gens qui le bon le auditoire comprennent. aussi. Ouais, bien sûr. Mais c'est intéressant aussi que cette prise de conscience, elle arrive alors que tu as des années de carrière derrière toi et c'est une rencontre qui vient t'apporter ce truc-là. Oui, mais parce que moi, je suis un peu ambigu, c'est-à-dire que j'ai envie de suivre mon cœur et en même temps, j'ai envie de gagner de la maille, j'ai envie d'avoir du succès, j'ai envie de rentrer dans les charts, j'ai envie qu'on parle de moi et en même temps, je veux pas faire de compromis. Et des fois, j'ai des moments où je me dis, bon, je vais faire un album de banger, puis il y a des moments où je me dis, t'es vraiment invendu. Donc, je suis toujours dans ce truc-là. Dans les contradictions. Ce qui n'est pas un truc très original. Hein. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est pas le centre de la vie de tous les artistes. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'en fait, il y a des endroits qui sont possibles où tout ça s'aligne. Et quand je suis avec Idéo, quand je suis avec Mylène, j'ai l'impression de me dire, putain, ce que je fais a une chance d'être entendu et d'avoir du succès. J'ai des moyens et en plus je fais la musique de Cassos que j'ai envie de faire. Donc je me dis en fait putain c'est génial, en fait il y a quand même des endroits possibles, c'est une chance et un luxe de fou. Donc il faut que les gens comprennent que c'est possible. Ouais. On n'est pas toujours obligé de pervertir ce qu'on a envie de faire, il faut juste travailler dur à trouver les gens qui vous écoutent quoi. Hyper intéressant. J'ai une autre question pour toi et ce sera la dernière, de quelqu'un que tu connais il me semble. Salut Johan. Alors j'ai mis cette vidéo en noir et blanc parce que je sais que tu aimes beaucoup la nouvelle vague. J'ai 2 questions à te poser. Première question, toi qui m'as fait découvrir la gastronomie française, parce que tu fréquentes beaucoup de chefs, de jeunes chefs, qui parmi les chefs que tu fréquentes et dont tu admires le travail, tu as envie d'impressionner quand tu fais tes musiques? Intéressant. Ça c'est la première question. La deuxième question, on a fait une chanson tous les deux en français, que tu as chanté en français, et c'était la première fois pour toi, tu me l'as dit, et pourquoi ne le referais-tu pas? Je t'embrasse. On voit le réal, hein. Vous avez vu, c'est quand même bien cadré et tout. C'est clair, il y a une proposition. Bon courage pour cadrer ça en 9/16e. On va y arriver. Louis, j'adore Louis, c'est un très très bon ami. Louis Garrel. J'avais pas vu cette vidéo et c'est vrai, il t'a pas dit. Il m'a pas dit. Moi, je suis un ami très proche d'Adrien Cachot. On se connaît très très bien. Voilà, quelqu'un, pour revenir à ce qu'on vient juste de dire, voilà, quelqu'un qui est pas forcément quelqu'un qui est dans la totale, dans le total compromis ou dans la totale joie de vivre dans ce qu'il fait, qui a une forme de noirceur et de profondeur. Donc oui, si je dois citer quelqu'un, c'est lui. Il y a 2 personnes. Il y a Mathias Marc et Adrien Cachot qui font partie de mon entourage. C'est que il me harcèle tout le temps en me disant c'est quand que tu refais la musique, c'est quand que tu fais la musique. Un album, on s'en fout de tes collabs. Un album. Donc je ne sais pas, j'ai pas la réponse à ça, mais si je devais faire quelque chose, ce serait pour l'impressionner lui, ouais. Et le morceau en français du coup? Bon, j'aimerais bien chanter en français, mais c'est très difficile parce que j'ai l'impression d'être plus vulnérable quand je le fais. Donc ça va quand je chante les chansons des autres. J'ai chanté parfois en français, j'ai chanté pas mal de Barbara avec Rufus Wainwright sur scène ou des choses comme ça, mais chanter en français, ça veut dire très certainement écrire en français. Je pense pas que je chanterai les textes de quelqu'un d'autre. Je sais pas si je suis très fort à ça. Hein. Je suis pas sûr d'être capable de me mettre à nu à ce point-là. Mais faut jamais dire jamais. Si à un moment le reste du monde me fait la gueule, peut-être je reviendrai en grattant à la porte en disant finalement je vous aime bien. Mais j'aime la France, mais c'est vrai que c'est un pays qui est compliqué à travailler quand on est musicien, quand on chante en anglais. Voilà, on n'a pas toutes les faveurs. Mais bon, c'est de ma faute, je l'ai cherché. Je veux pas chanter dans ma langue natale. Donc, c'est un truc sur lequel tu as pu réfléchir à des moments dans ta carrière, de revenir là-dessus et de peut-être sortir un peu de cette zone de confort Non, parce que ça marche en anglais. Donc, en fait, voilà. Non, en fait, je vais expliquer exactement pourquoi. Parce que c'est quand même important que les gens le sachent. J'adore la France. La France, je dois énormément. À un moment, je me suis fait un petit kiff de partir vivre aux États-Unis pendant des années parce que j'avais besoin de me raconter cette espèce je sais pas, d'histoire de star ou j'en sais rien. Je suis revenu en France parce que
parce que ça me manquait, parce que mes amis sont là et parce que je dois énormément à la France. Tout ce que je fais, tout ce que je suis, c'est grâce à la France, au système français, à la culture française. Ça, c'est important de le dire parce que c'est pas parce qu'on chante en anglais que d'un coup on est américain. Je serai jamais américain. Il y a plein de choses dans la culture américaine, spécialement maintenant et depuis des années, depuis que j'ai vécu, qui ne me ressemblent pas. Je le serai jamais. La seule chose, c'est que je fais une musique qui est commerciale et en même temps qui l'est pas. Qui est une musique qui rentre pas en radio. Je suis pas dans les grandes émissions de télé, je suis pas dans les grandes émissions de radio, je passe pas en radio. Donc la seule manière pour moi que j'ai de la faire, c'est d'être un peu gros un peu partout, ce qui est le cas, mais gros nulle part. J'ai pas, mon projet est pas dans le top 10 nulle part, il est même pas dans le top 100 nulle part. Mais simplement, j'ai des gens un peu partout dans le monde qui aiment ce que je fais. Et l'agrégation de ça fait que j'arrive à avoir une carrière, j'arrive à gagner ma vie avec le stream, j'arrive à ne pas pervertir mon travail. C'est pour ça que je chante en anglais. C'est surtout pour ça. C'est parce que je vais chercher... Il y a moins de gens qui peut-être peuvent aimer ma musique, mais il y en a un peu partout. Donc, il faut que j'aille les chercher, quoi. C'est très dur quand on chante en français. Tout le monde n'a pas fait la prouesse de Stromae, de rencontrer des gens partout dans le monde avec du français. C'est très rare. Donc, j'aurais très, très peur de me vautrer en faisant ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de gens en France qui m'aiment que ça. Il y en a, mais pas suffisamment pour alimenter le paquebot qui est devenu mon monde, quoi. Alors des fois, je regrette un peu ça. Je me dis, putain, ce serait génial que tout soit à plus petite échelle et que je puisse un moment le faire. Donc peut-être que si à un moment je le fais, ce sera par pur amour de la France. Donc on n'est vraiment pas à l'abri de ça. Ouais. Ok, c'est intéressant, mais je comprends la démarche aussi, à la fois pour la vulnérabilité, ça t'en parlais, mais aussi pour le côté, t'as envie de créer des hymnes universels aussi, c'est peut-être grâce à ça qu'il y a des morceaux qui ont eu cette portée-là, c'est parce que c'est tout simplement la langue qui facilite. Oui, ce qui est sûr, c'est que si je chantais en français, est-ce que je serais arrivé dans les oreilles d'Hideo Kojima, est-ce que je serais arrivé dans les oreilles de Spielberg, est-ce que je serais arrivé dans les oreilles de même simplement de Riot Games, de choses comme ça. C'est-à-dire que je suis pas sûr. Peut-être que je suis un peu pessimiste, mais je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé. Ça a ouvert des portes. Ça m'a aidé à compenser en fait la noirceur de ma musique. Ouais, j'entends. Pour terminer cette discussion, je voulais ton regard sur l'avenir et sur les avancées dans le monde créatif. On parle de plus en plus des avancées technologiques dans la création et je t'en parle aussi parce que ça fait beaucoup partie de ton art et de tout ce que tu fais. C'est quoi ton regard sur ces transformations actuelles qu'on est en train de vivre et notamment sur les prouesses technologiques au niveau de l'intelligence artificielle? Alors, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet. Je peux partir 1 heure dessus, mais comment je dirais ça ? Je pense et je suis persuadé que la technologie est un truc neutre. C'est ni gentil ni méchant, c'est ce qu'on en fait. Déjà, c'est impensif, mais il faut toujours garder ça en tête. La technologie, je l'ai beaucoup utilisée et c'est quelque chose qui est fondamental pour moi pour créer des œuvres nouvelles. Le seul moyen pour moi de créer quelque chose de nouveau, c'est soit de s'appuyer ou de raconter ou de commenter des événements actuels ou de s'appuyer sur la technologie parce que c'est la seule chose qui propose aujourd'hui des choses nouvelles. Donc ça, pour moi, ça a toujours été très important. Je ne suis pas un passéiste, je ne suis pas quelqu'un qui regarde dans le rétro, je ne dis jamais que c'était mieux avant. Après, sur le sujet de l'intelligence artificielle, moi, je pars d'un principe que le bonheur d'être artiste, c'est le bonheur de fabriquer des choses. C'est pas... Bien sûr que je suis heureux quand un truc marche, quand j'ai accompli quelque chose. Mais le fait de fabriquer des choses avec des gens, en équipe, le fait d'être derrière un problème et de devoir trouver une solution, les idées qui flottent en l'air, de devoir les trouver, de devoir résoudre des choses, c'est pour moi l'essence même de ce que c'est que d'être artiste, au-delà de ce qu'on a à dire, qui est l'autre partie fondamentale, c'est d'avoir un propos. Avoir un propos et s'éclater à fabriquer des choses, c'est l'essentiel de tout. Moi, si les gens veulent avoir un petit outil qui, avec une prompt, leur donne une image, une chanson, et que ça les rend heureux, pas de problème. Moi, ça me rend malheureux, et je pense que quand on est artiste, c'est
c'est faire l'abstraction de ce qui est essentiel, c'est-à-dire fabriquer des choses, être un artisan. Mhm. Après que l'AI soit un outil qui permette de travailler moins sur des tâches fastidieuses, je suis assez pour être très honnête. Ouais. Si à un moment, il y a une évolution de l'industrie qui fait que certains postes, qui ne sont pas des postes créatifs, mais qui sont des postes techniques, vont malheureusement mourir à cause de l'AI, je pense que malheureusement, on ne va pas y couper. Ouais. Le seul truc que je trouve ahurissant dans tout ça, c'est qu'il n'y ait pas une vraie conversation, enfin elle existe cette conversation, mais il doit y avoir une vraie conversation internationale sur le plus grand vol de l'histoire de l'humanité, de la propriété intellectuelle. C'est un énorme sujet, et qu'en fait, jamais dans l'histoire de la propriété intellectuelle, il y a eu un exemple comme celui-ci où les gens ont pu se servir extrêmement largement du travail des autres pour pouvoir créer quelque chose. S'il n'y a pas des centaines d'illustrateurs qui ont fait les illustrations qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'AI possible. S'il n'y a pas des milliers de photographes, des milliers de compositeurs, des milliers d'auteurs qui ont fait ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'AI possible. On fait comme si l'AI était un truc autonome qui existait de nulle part. L'AI n'existe que par l'entraînement de modèles. Donc pour moi, tant que ce sujet-là n'est pas fondamentalement discuté et qu'il n'y a pas une rétribution et une taxation très lourde de ça, il y a une injustice qui est créée et qui doit être résolue. Après, moi, je suis toujours partant pour avoir des nouveaux outils. Ouais. Moi, l'idée de pouvoir me dire, est-ce que si demain, je peux prendre toutes mes chansons, les mettre dans entraîner un modèle ou j'en sais rien, à un moment... je me disais, à un moment, j'avais pris plein de mes anciennes illustrations, j'avais entraîné un modèle sur Stable Diffusion, je me suis dit, intéressant, voir ce que ça me donne. Ça peut donner des trucs intéressants. Bon, pourquoi pas, c'est un outil. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis surtout, pour moi, ça ne remplace pas un truc qui est celui du métier de directeur artistique, que ce soit en musique comme en image, qui est, moi, à chaque fois que je me suis confronté au sujet de l'AI, où j'ai essayé de l'utiliser dans mon travail, je me suis retrouvé en face d'un espèce de vide absolu, plutôt une vague absolue de possibilités qui demande d'être d'autant plus fort dans les choix qu'on fait. La réalité est qu'aujourd'hui, je vois 99,9% de contenu fait en AI que je trouve nul à chier, qui n'ont pas de point de vue, qui n'ont rien à dire sur le monde, qui sont des espèces d'accumulation d'idées, de trucs de consensus, en fait, parce que c'est la base de ce qu'est l'AI, c'est une moyenne, c'est une espèce de... Ça sort que les évidences, ça ne sort que... Et donc, à chaque fois que je vois un truc en AI qui est bien, qui me dit, waouh, ça c'est quand même cool, mais en fait, il n'y a pas de mystère derrière, il y a un artiste, il y a quelqu'un qui a une opinion, il y a quelqu'un qui se bat contre cette technologie pour essayer de l'orienter et l'emmener dans une direction très particulière, singulière, qui a quelque chose de singulier à dire. Après, voilà, moi je suis pour que tout le monde puisse utiliser ces outils de manière libre, tant que les œuvres existent et qu'elles sont superbes et que les gens qui sont volés sont payés. Ouais. Après, moi, dans l'idée, être payé pour pas travailler, je trouve ça assez cool. Hein. Je suis plutôt pour un monde où les gens ont à travailler moins et gagnent plus d'argent. Donc si les AI amènent vers ça, tant mieux, mais il faut pas que ça tombe dans la poche de on sait qui. Voilà, c'est juste ça. Il faut qu'il y ait un moment aussi une conversation, comme tu le disais, parce que pour l'instant, j'ai l'impression ça soulève plein d'inquiétudes, mais il n'y a pas vraiment d'actes. La conversation existe, mais dans des trucs assez niches. Là, on revient de South by Southwest, évidemment, la moitié des conférences étaient sur ce sujet-là. Mais nous, on est encore en France à se dire, est-ce qu'un jour Adopi va être appliqué, si tu veux. Donc en fait, faut pas attendre de la loi d'être au fait d'un truc qui, même quand on est artiste et qu'on travaille dedans, des fois, ça va très vite. Pas attendre des politiques, malheureusement, de comprendre ce truc-là ou d'être fait. L'inertie législative sur ces trucs-là est beaucoup trop lente par rapport à la vitesse d'évolution de ces trucs-là. Je pense que c'est aussi aux gens de s'approprier aux artistes ce sujet, d'être responsables par rapport à ça. Moi, à chaque fois que j'utilise l'AI, j'essaie de le faire avec responsabilité. Je ne sais pas si c'est possible d'être complètement responsable et d'être complètement éthique avec ça, mais j'essaye. Et à chaque fois que je le fais, je me dis qu'est-ce que je peux faire en échange pour
faire en sorte que tous mes potes illustrateurs perdent pas leur job, de faire en sorte que tous mes petits potes producteurs le fassent pas, que est-ce que si je suis sur un projet et que j'ai les moyens d'employer un traducteur, je vais quand même le faire. Est-ce que si je suis en train de faire une note pour une agence, est-ce qu'à un moment, ça vaut le coup que je perde du temps sur certains sujets? Là, je me dis peut-être que ça vaut le coup. Voilà, dans certains cas, je me dis c'est bien, dans d'autres, il faut pas que ça vire à l'injustice, quoi. Après, voilà, moi, j'ai pas d'avis ni positif ni négatif. J'ai des avis négatifs sur des gens et des avis positifs sur beaucoup d'artistes. Donc, en fait, c'est surtout ça qui... Et c'est aussi intéressant d'impliquer le public là-dedans parce que ces conversations, effectivement, commencent à naître, bien sûr, dans le métier, dans certains corps de métier, en tout cas. Mais c'est aussi intéressant de commencer à éduquer, entre guillemets, ou en tout cas sensibiliser le public qui va voir ces œuvres-là. Disons que je pense que le public va comprendre un truc à un moment qui est un sujet de fond de l'AI qui est assez peu abordé, mais pour moi qui est celui qui me terrifie le plus. Au-delà du fait que mes potes et tous les gens de mon industrie vont perdre une partie de leur travail et peut-être se retrouver vraiment dans des situations complexes à cause de ça, qui est un truc qui m'inquiète. Le truc qui m'inquiète le plus est le manque de communion culturelle. Dans le sens où, qu'est-ce qui se passe quand des plateformes comme Netflix ou des plateformes qui vont naître de l'émergence de ces outils-là vont créer des contenus qui sont tellement personnalisés, qui sont tellement, on va dire, éditorialisés par ces algorithmes-là, qu'il n'y aura plus de discussion possible autour de la machine à café j'en sais rien. Là, en ce moment, il y a un truc que je retrouve avec Sévrance, par exemple, qui est fou. Enfin, quand ça va sortir, ça fera son que la série est terminée, mais qui est que la série sort de manière hebdomadaire et il y a un espace culturel qui se crée chaque semaine autour de vidéos de réaction, autour d'hypothèses. Il y a une communion culturelle autour d'un objet culturel et j'ai peur que ce truc-là disparaisse. Quand chacun va voir son propre truc et qu'il n'y a pas de partage possible musicalement, narrativement, sur l'image, le son, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est que la culture? Puisque la culture est un truc qu'on partage. Si on partage plus la culture, est-ce qu'elle existe encore? C'est ça vraiment qui me fait peur. C'est qu'il y ait plus de désaccord autour du goût. Alors ça, c'est plutôt ça, moi, qui me titille un tout petit peu. Parce que ça, c'est indépendant de est-ce qu'on arrive à résoudre ou pas le sujet de la rétribution, le sujet du financement de l'AI, de la taxe sur l'AI. C'est plutôt qu'est-ce qu'on fait de la création comme un objet de discussion commune, quoi. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir partagé toute cette carrière avec nous, d'être venu là-dessus et puis pour ton regard sur ces questions qui méritent d'être approfondies. To the Wilder est disponible partout, on attend sagement la suite, peut-être qu'il y a une date au moment où on parle, si c'est le cas on vous le notifiera. Quant à moi, j'ai confectionné une playlist avec les essentiels de Woodkid et tous les morceaux abordés aujourd'hui. Vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. C'était Processus, le podcast musique de Combini. On se retrouve dans 2 semaines. Bye. Et ne partez pas tout de suite. Cet épisode de Processus est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. La bonne nouvelle, c'est qu'on vous livre un nouvel épisode dans 2 semaines. Parce que Processus, c'est tous les 15 jours, un mardi sur 2. Abonnez-vous et mettez des cœurs en commentaire. Bye. Trop super, merci.